Donc, j'appelle tout de suite à intervenir Sophie Rénal. On est très heureux de vous accueillir pour nous parler du projet de Cahors. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, je vais partager le support. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est parfait. Oui, ça fonctionne, merci. Voilà, donc je suis Sophie Rénal, responsable de la sous-direction de l'habitat et du renouvellement urbain à la ville de Cahors et au Grand Cahors. Et je vais vous présenter quelques projets qui ont pour objectif de redonner de la qualité d'habiter en centre ancien. Donc il y aura le projet de curtage du couvent des Bénédictines, mais il y aura aussi 3 projets de fusion. Voilà. Donc pour commencer, quand on parle du projet urbain sur Cahors, on présente souvent cette vue aérienne, parce que sur cette vue aérienne, on voit Cahors encerclé par le Lot et entouré des coteaux. Voilà, et ça résume bien en fait toute la stratégie du projet urbain, c'est-à-dire que on va reconquérir le centre-ville et reconstruire la ville sur la ville. L'étalement urbain sur Cahors, on ne peut pas, et d'ailleurs on n'en a pas envie, on n'a pas le droit non plus, on n'en a plus envie. Et du coup, c'est très important en fait de retrouver une centralité dans ce centre où il y a une mixité, toutes les mixités de fonctions. Voilà. Donc, avec cette vue aérienne, on voit bien en fait les 3 grandes entités du centre-ville de Cahors. Donc, on a ici le site patrimonial remarquable. Je ne sais pas si vous voyez du coup la petite main là. Oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc, le site patrimonial remarquable, ex-secteur sauvegardé. Donc, ici, c'est le secteur dit du 19e siècle. Et enfin, le secteur du 21e siècle, un secteur en devenir où il y a de nombreux projets. On a mis en place du coup un projet urbain intégré que l'on appelle Cahors Cœur d'Agglo. Et en fait, à la base de ce projet urbain, il y a eu le nouveau plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable qui a été arrêté en 2014. Voilà, donc c'est vraiment le socle. Voilà, avec du coup différentes thématiques. La thématique du patrimoine architectural comme levier de développement, la thématique bien entendu de l'habitat réhabilité pour accompagner le retour des familles en centre-ville, des aménagements d'espaces publics avec les rues et les espaces et les places qui sont en cours de réhabilitation. Une dynamique commerciale qui est entretenue puisque sur Cahors, on a environ 500 commerces de proximité, des équipements structurants qui ont été construits en centralité, comme par exemple le nouveau cinéma ou la restructuration, la réhabilitation de la halle, des déplacements optimisés et une circulation apaisée avec une zone 30 dans le site patrimonial remarquable et une tranquillité publique préservée. Voilà pour les thèmes du projet urbain. Et pour l'habitat, pour ce qui est de la thématique habitat, le premier dispositif en fait opérationnel de l'habitat, ça a été en 2015 le lancement d'une OPA-RU sur le centre-ville de Cahors. Donc une OPA-RU qui était ambitieuse hein, puisqu'on avait un objectif quantitatif de 500 logements avec pour objectif qualitatif la lutte contre la vacance, la lutte contre l'habitat indigne, le retour des familles, la lutte contre la précarité énergétique. Ça a été un succès puisqu'on a réhabilité environ 700 logements. Alors, des logements conventionnés avec l'ANA, des logements loyers libres, des logements de bailleurs sociaux. Et parmi ces 700 logements, on a sorti 100 logements de la vacance. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, a été en 2020 de relancer cette OPA-RU pour une nouvelle période de 5 ans. Voilà. Donc, on a une nouvelle OPA-RU 2020-2025 avec toujours 3 niveaux d'intervention. Donc, de l'intervention, on va dire, de l'incitation classique, hein, avec les subventions de l'ANA, de la région Occitanie, du département du Lot, du Grand Cahors et maintenant d'Action Logement. Une intervention renforcée sur le site patrimonial remarquable avec des aides complémentaires spécifiques de la ville et du Grand Cahors. Donc la prime fusion
pour fusionner justement les petits logements en logements intermédiaires ou grands logements. Une prime pour les sorties de vacances. Il faut savoir qu'en 2015, on a mis en place la taxe d'habitation sur les logements vacants. Une prime Enerpat. Alors, Enerpat, c'est la contraction d'énergie et patrimoine. Donc ça, c'est une prime pour favoriser l'éco-restauration et une prime pour l'accession à la propriété. Voilà, ça, c'est sur le secteur renforcé avec une aide aussi à la restauration des façades. Et enfin, en fait, dans le cadre de cette OPA-RU, on a aussi un quartier prioritaire qui s'appelle le quartier Château-du-Roi et la rue du Pont-Neuf. On va y revenir. Voilà. Et en fait, le succès de l'OPA, c'est aussi réside dans tout le panel d'aide qu'il y a de la part de tous les partenaires qui sont ou signataires de la convention de l'OPA-RU ou partenaires en ingénierie, par exemple. Donc, au niveau en fait du secteur de la rue du Château-du-Roi et du Pont-Neuf, on a fait une intervention très ciblée sur plusieurs en fait bâtiments, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, en rouge, en fait, on a des interventions sur tout ce qui est sur le volet coercitif, avec des arrêtés d'insalubrité, des arrêtés de péril, des DUPT, une expropriation loi Vivien. Voilà. On a aussi tout le volet incitatif, hein, donc c'est tous les bâtiments qui sont en vert et en orange. Donc ça, ce sont les aides de l'ANA habituelles. Et sur cette rue, donc la rue du Château-du-Roi, il y a eu tout un réaménagement de la rue qui a été fait avec une piétonisation, une végétalisation aussi, la modernisation de l'éclairage public, dans le cadre en fait d'une démarche de concertation. Donc c'est une démarche dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Urbact, et ça a été travaillé en fait avec les habitants de la rue. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette rue, on a le Palais de Via, qui est en fait l'ancienne prison de Cahors, qui a été lauréat Réinventons nos cœurs de ville. D'ailleurs, l'EPF vient justement de signer l'acte de propriété voilà, avec l'État. Et du coup, ce palais de Via aussi, l'opération sera aussi, on est candidat pour l'AMI Friche dont vous parliez en introduction. Voilà. Donc ça, c'est pour bien montrer en fait toute l'intervention qu'il y a sur un secteur et c'est aussi la clé du succès. Et tout à l'heure, on reparlera aussi de l'opération de curtage qui est ici, c'est les bâtiments qui sont en bleu pour effectivement réaliser un espace d'aération en fait dans la ville qui est vraiment qui est dense. Alors voilà un exemple de fusion de logements. Donc ça, c'est un exemple qui se situe au 72 rue de la rue du Château-du-Roi, donc la rue dont on vient de parler. C'est un bâtiment qui appartenait à un marchand de sommeil. Hein. Il y avait 8 logements, des petits logements qui étaient occupés, du coup en très mauvais état. Et la collectivité a pu se rendre propriétaire en fait de ce bâtiment par le biais d'une expropriation loi Vivien. Voilà. Et la collectivité, du coup, a réalisé un cahier des charges et vente avec cahier des charges à un investisseur. Donc, l'objectif, c'était de redonner, en fait, une qualité de vie à ce bâtiment, une restitution aussi patrimoniale, hein, comme vous pouvez le voir avec la réouverture des arcades. Et avec, au final, un investisseur qui est un investisseur local hein, qui a acheté le bâtiment pour faire une opération mixte. Donc, on passe de 8 logements à 3 logements de type intermédiaire, alors avec des T3 de 68 mètres carrés et un T2, et un commerce en rez-de-chaussée. Il y a eu aussi un petit curetage dans la cour. Voilà, c'est un peu anecdotique, on va dire. Donc, vous voyez là les travaux, hein, des ouvertures, des arcades, des réouvertures aussi des fenêtres croisées. Et au niveau du financement, donc c'est un propriétaire bailleur privé qui a bénéficié des aides de l'ANA. Donc vous voyez, hein, 47 000 €. Donc il y avait les aides spécifiques dont je vous ai parlé en introduction de la collectivité, donc une aide fusion puisqu'on avait des petits logements et on en a fait des logements plus grands, hein, intermédiaires, même s'ils ne sont pas des très grands logements, c'est quand même une amélioration de la qualité d'habiter.
On a aussi la sortie de vacances, l'opération façade et les interventions aussi de la région Occitanie. L'autre exemple en fait, de fusion de logements, c'est une fusion sur 2 bâtiments, le 71 et 75 rue du Château du Roi, qui en fait, à l'époque médiévale, n'en faisait qu'un. Voilà. Et donc ce bâtiment-là appartient à un bailleur public qui s'appelle Lot Habitat. Il loge aussi des jeunes, des étudiants dans 6 petits studios qui étaient un peu vétustes. Donc, il a transféré en fait ces 6 studios sur 2 bâtiments qui étaient bloqués sur le site patrimonial remarquable. Donc, Lot Habitat a fait des travaux de réhabilitation. Et en fait, c'est un dossier du coup RHI Tirori dans le cadre de financement de l'ANA centrale pour pouvoir fusionner avec l'autre bâtiment qui est le 75, là, ici rue du Château du Roi, et qui a fait l'objet d'un arrêté de péril avec interdiction d'habiter. Donc voilà, donc Lot Habitat a racheté ce bâtiment pour faire 3 logements familiaux. Donc là aussi, le partenariat, il a été décisif, on va dire, déjà pour pouvoir prouver qu'il s'agissait d'un seul et même bâtiment, en fait, à l'époque médiévale. On a été, on va dire, aidé par l'architecte des bâtiments de France, puisqu'il fallait pouvoir démontrer cette complémentarité pour pouvoir bénéficier de la subvention RHI auprès de l'ANA. Voilà. Donc là, vous avez en fait les montants de subvention. Sur le tableau de gauche, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est le montant RHI de l'ANA, donc à hauteur de 176 124 €. Et sur la droite, c'est l'ensemble du financement sur un coût, en fait, un coût total de réhabilitation de 800 333 744 €. Voilà, on a des subventions de l'ANA centrale, on a des subventions d'Action Logement aussi, donc, qui est aussi un partenaire majeur maintenant dans le cadre d'Action Cœur de Ville, puisque Action Logement est intervenu sous forme de prêt, avec un prêt à hauteur de 192 000 €, mais aussi sous forme de subvention à hauteur de 48 000 €. Et après, on a les aides, on va dire, standards, habituelles, que l'on a sur le territoire, l'aide de l'État pour du PLAI, du département, ville de Cahors et Grand Cahors. Voilà. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que donc on a 3 logements intermédiaires, un PLAI et de plus, voilà, avec une qualité d'habiter aussi retrouvée, puisque là, vous voyez, il y a des petites loggias, alors ils appellent ça jardin d'hiver, qui donnent sur la rue, voilà, et des terrasses, un peu une terrasse couverte pour le logement du haut. Le 3e bâtiment où il y a eu fusion, alors là c'est carrément une fusion de deux bâtiments, c'est sous maîtrise d'ouvrage du Grand Cahors. Il s'agit du bâtiment démonstrateur Enerpat Sudoué. Donc c'est un programme européen que Cahors a porté avec 2 autres villes, Porto au Portugal et Vitoria-Gasteiz au Pays Basque espagnol. Et en fait, l'objectif en fait, de ce bâtiment démonstrateur, c'est comment concilier réhabilitation patrimoniale et réhabilitation énergétique en promouvant l'éco-restauration. Voilà. Donc là, on avait 2 bâtiments, dont un qui était très dégradé, vacant et non habité. L'autre, on ne le voit pas, il était, on va dire, en état moyen. Et au final, on a fait un rez-de-chaussée où il y aura notre opérateur dans le cadre de l'OPRU Urbanis avec la concession publique d'aménagement, en R+2, un logement T2 meublé, et en R+3 et R+4, c'est un duplex, un T4, un logement familial. Voilà, donc ça, ce sont des logements, on va dire, conventionnés aussi. Et le PSMV, donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine sur le site patrimonial remarquable, nous a vraiment permis d'améliorer les conditions d'habitabilité en fait, de ce bâtiment, puisqu'on a pu installer un monte-personnes, on a pu créer une terrasse couverte, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. On a utilisé des matériaux biosourcés
Et en termes de réhabilitation thermique, parce que c'était quand même un des objectifs, hein, la réhabilitation thermique, on a mis en place une chaudière collective avec plancher chauffant, isolation des murs avec chaud-chambre, isolation aussi avec fibre de bois sous la charpente traditionnelle, et production d'électricité photovoltaïque. Ça aussi, c'est assez rare sur le site patrimonial remarquable. Et tous les logements, dans tous les logements, il y aura des capteurs justement pour regarder en fait les différentes températures, d'humidité. Et les locataires qui ont été choisis, ils devront aussi répondre à des questionnaires pour voir en fait le confort du logement, la qualité d'habiter. Ici, quelques photos là du coup du bâtiment démonstrateur. Il y a une surélévation là, vous voyez, de la toiture pour permettre la mise en place d'une grande baie qui est ici et qui donne sur la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Les panneaux photovoltaïques qui produisent en fait le chauffage dans les parties communes et la terrasse couverte. Voilà, donc il y a eu un travail aussi sur les vues. Voilà, c'est un bâtiment assez remarquable et on espère que ce sera un vrai bâtiment démonstrateur en matière de qualité d'habiter. Il vient juste d'être livré en fait et les locataires sont en place depuis moins d'1 mois. Donc là, on est sur le projet de respiration urbaine avec la remise en valeur d'un monument historique qui est l'ancien couvent des Bénédictines que vous voyez ici. En fait, c'est maintenant une maison de retraite. Donc, ce couvent se situe en fait sur les quais du Lot, et il jouxte en fait la rue du Pont-Neuf qui est ici, voilà, où vous voyez en fait qu'il y a la présence de bâtiments, bien dégradés, dont un avec un arrêté de péril. Voilà, donc il y avait 3 bâtiments ici, et ces 3 bâtiments ont été démolis pour permettre en fait une aération, pour lutter contre l'habitat indigne et pour remettre en valeur en fait ce couvent des Bénédictines. Et ça a été vraiment une opération, on va dire chirurgicale, hein, parce que vous voyez les bâtiments, ils sont vraiment imbriqués les uns les autres. Voilà. Et donc ici, c'est le résultat final. Donc vous voyez, c'est vraiment une nouvelle vue sur le pont en fait, de Cabessus, c'est une entrée du centre-ville. Et là, en fait, ici, c'est un trompe-l'œil. Et avec les vraies fenêtres qui sont en R+3. Mais oui, ici, ça va. Et au niveau du budget... Excusez-moi, pardon, oui. Je vais vous demander d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. C'est très important pour le bon déroulement des interventions. Et au niveau du budget, du coup, on est sur une acquisition à 285 000. Une grosse part de désamiantage, alors ça, c'était pas forcément prévu, à 67 000 euros. De la déconstruction avec du confortement à hauteur de 185 000 euros et des études à 45 000. On a pu créer aussi un petit espace public avec banc. Voilà. Et enfin, il y a une réhabilitation des façades. Et ce qui a permis aussi, en fait, aux bâtiments mitoyens qui sont derrière, d'améliorer aussi la qualité d'habiter avec un ensoleillement beaucoup plus important. Là, on ne le voit pas, mais derrière, il y avait des fenêtres et du coup, avant, ça s'était fermé. Donc, voilà, en fait, pour la revalorisation sur ce couvent des Bénédictines. Bien, merci beaucoup. On m'entend cette fois? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, bonjour à tous. Tout à l'heure, il y avait un problème de connexion. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Oui, cet exemple de Cahors, il est absolument formidable. Il est d'abord formidable parce que une ville qui arrive à juguler l'étalement urbain, déjà, il faut le souligner, c'est tellement rare. Donc, bravo, bravo. Ensuite, une ville qui positionne sa politique sur une qualité architecturale comme levier de développement, voilà aussi quelque chose d'absolument intéressant et j'allais dire vertueux. Et puis, vous nous avez bien montré à quel point l'ABF, là, n'est pas un facteur bloquant, mais au contraire un facteur de développement, de redéveloppement, de redécouverte
découverte. Là aussi, ça fait tomber quelques idées reçues. Donc tout ça à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où je me trouve, vraiment, on écoute ça avec beaucoup de plaisir. Et puis, on est évidemment très intéressé par ces opérations de transformation, ces fusions. Alors, dans la finance, on parle de fusion-acquisition, mais là, c'est fantastique, c'est de la fusion, j'allais dire, sociale, ouverte, très intéressante, qui montre comment on peut justement établir des passerelles et même des passerelles programmatiques tout à fait intéressantes. Donc, la transformation d'un couvent en maison de retraite tout à fait intéressant, et l'ancienne prison, donc Palais de Vienne, vous ne nous avez pas dit ce qu'elle allait devenir. Ça va être quoi? Là, on va mettre des startups cadurciennes. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est ICAD hein, qui a été lauréat de ce programme. Il y aura de l'hôtellerie, un restaurant, du logement, une micro-crèche, et voilà, je crois. Une salle aussi, une salle. Voilà. Oui, c'est très divers en fait. Il y a encore une mixité programmatique là, qui va, j'allais dire, renouveler le patrimoine, le faire bouger au sens justement en gardant la force du bâti et son identité. C'est quand même… évidemment, derrière tout ça, il y a des architectes. On se doute bien, on a parlé des ABF, mais j'imagine bien que le démonstrateur, c'est un architecte qui l'a fait, par exemple. Ah oui, bien sûr, à chaque fois. Hein. Oui, à chaque fois, il y a un architecte et il y a un travail en plus de partenariat avec aussi les architectes, l'architecte des bâtiments de France, la direction du patrimoine. Enfin voilà, c'est vraiment le partenariat, c'est la clé du succès avec les financements en fait. Vous avez parlé aussi d'articulation avec l'espace public et donc j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des jardins partagés qui allaient se développer autour justement de cette ancienne prison là, qui va devenir le complexe dont vous venez de parler. Alors, il y aura un jardin ouais, sur l'ancienne prison. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le site patrimonial remarquable, il y a des jardins secrets, qu'on appelle. Donc, c'est sur des espaces publics, des petits jardins, un peu sur tout le site. Il y en a une vingtaine. Voilà, et c'est assez agréable parce que du coup, ça a créé aussi des espaces très intéressants, en fait, avec un aménagement, effectivement, des espaces publics. Donc un peu d'acupuncture ici ou là avec la nature. Il y a une question là qui émerge là, dans nos interrogations, c'est est-ce que tout ça, ça s'est fait aussi avec les habitants? Est-ce qu'il y a un processus de co-construction qui a été mis en place pour que justement tous ces projets émergent dans leur diversité? Oui, tout à fait. Ce que je vous disais en fait sur la rue du Château du Roi, donc la rue, on va dire, emblématique, hein, qui est en fait aussi la rue du Château du Roi, c'était l'ancienne grande rue du secteur sauvegardé. C'était l'équivalent du boulevard Gambetta aujourd'hui, en fait, le grand boulevard qui traverse Cahors. Et oui, il y a une concertation avec les habitants sur l'aménagement, sur la piétonisation, sur la végétalisation, et tout ça dans le cadre d'un programme avec Urbact, justement, et dans le cadre aussi de l'aménagement de l'opération Palais de Via. Les habitants aussi participeront, en fait. Ils ont été aussi invités, en fait. Enfin, plus qu'invités, pardon, hein. Ils sont aussi concertés. Hein. Oui, oui, j'avais bien compris que invité, c'était invité à justement participer et justement co-construire, comme on dit aujourd'hui. Quel est le dispositif justement avec l'OPH? Là, vous avez un peu expliqué tout à l'heure, vous pouvez le développer un peu. Est-ce qu'il était spécifique à Cahors ou bien c'est un dispositif existant que vous avez appliqué à Cahors? Alors, l'OPA, Cahors, il y a eu de nombreuses OPA hein, depuis les années 80, depuis l'existence des opérations programmées d'amélioration. Il y a toujours eu des OPA sur Cahors, je crois qu'on en est à la 7e ou 8e. Mais ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est passé en fait sur un volet coercitif, qui est complémentaire en fait au volet incitatif. Voilà. Donc c'est vraiment ça, on va dire, la nouveauté. En 2015, l'ancienne OPA maintenant, puisqu'on a renouvelé, il y a eu un volet coercitif avec des mises en place de déclarations d'utilité publique travaux, des arrêtés de péril, les arrêtés d'insalubrité, voilà, qui a vraiment bien fonctionné en fait, qui a permis de sortir des bâtiments qui étaient bloqués depuis des dizaines d'années. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, on a développé
développer une OPARU sur d'autres centres de communes autour de Cahors, sur 4 communes et 5 centres-bourgs du Grand Cahors, en fait, la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Voilà, donc on a développé ça et on a lancé une OPARU multisite en 2020, comme la nouvelle OPARU sur le centre de Cahors, pour essayer justement d'essaimer en fait ce qu'on a fait sur Cahors. C'est formidable. Et puis, je trouve que ce dosage entre l'incitatif et le coercitif, là, précisément, il prend tout son sens. Là, et j'allais dire, avec une masse critique intéressante, on peut vraiment voir là. Donc, on va venir voir sur place, hein, parce que c'est intéressant de voir comment les choses s'articulent. Voilà. Je laisse la parole à Hélène. Oui, bravo à vous. Je précise qu'en fin de forum, on aura le témoignage justement de l'ANA qui viendra préciser un petit peu sur ces outils, notamment en matière de lutte contre l'habitat indigne, comment ils sont développés sur l'ensemble du territoire en binôme avec un représentant du ministère de l'urbanisme sur les outils de la reconquête des centres anciens, notamment ceux de l'urbanisme, mais aussi les outils en matière d'habitat, ce qui nous permettra peut-être de développer un peu ce débat. On a énormément de questions. Votre intervention a suscité beaucoup d'intérêt et c'est tant mieux. C'est vraiment l'objet de ces forums que de diffuser les bonnes pratiques. Des questions, je dirais, pratico-pratiques, notamment celle de pouvoir disposer du cahier des charges de l'opération de fusion qui semble intéresser pas mal de nos participants pour pouvoir s'en inspirer, j'imagine. Oui. Donc, ça, c'est une question assez pragmatique, on va dire. Des questions autour du règlement du PSMV. Est-ce qu'il a dû, donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre ancien, est-ce qu'il a dû être repris, révisé pour pouvoir réaliser ces travaux? Est-ce que ça a été une négociation finalement en continu avec les équipes de l'ABF ou est-ce que le document le permettait déjà et vous avez trouvé un document? Le document, justement, c'est un document, le nouveau, depuis 2014, c'est un document très opérationnel, hein, dont l'objectif, c'est améliorer les conditions d'habitabilité sur des unités foncières complexes. Je crois que c'est ça même qui a écrit. Et en fait, sur chaque projet, c'est un cas spécifique que l'on étudie avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Sur des questions plus techniques autour des bâtiments réhabilités, d'abord, ou financières d'ailleurs, le coût de sortie au mètre carré, je vous les donne toutes comme ça sera plus efficace. Le coût de sortie au mètre carré de l'opération NRPAT du démonstrateur et la partie subvention. Et puis, sur des questions de technique ou de mode de construction, est-ce que les bâtis comportaient des caves? Est-ce qu'il y a dû avoir des coûts de confortement importants en sous-sol? Ça serait possible de remettre les images, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Merci. Voilà, oui, ce sera peut-être plus facile de discuter. Sur le bâtiment démonstrateur, celui-ci? Alors, coût de sortie du bâtiment démonstrateur, est-ce que c'est un one-shot en gros ou est-ce qu'on peut s'en inspirer pour des opérations Alors, c'est un bâtiment démonstrateur, hein, je vous l'ai dit. En fait, il y a eu un souci quand même au niveau structurel, en fait. Il a fallu conforter les murs. On a eu un coût plus important que prévu. On est à 900 000. Voilà, euros. Alors, il y a beaucoup de questions sur les outils OPARU et aussi sur la DUP loi Vivien par rapport à ce qu'elle englobe et est-ce qu'elle est différente d'une DUP classique. Vous pouvez répondre rapidement, mais on aura aussi l'occasion à la fin de l'après-midi d'évoquer ces questions avec les représentants du ministère. La DUP loi Vivien, en fait, c'est une expropriation, on appelle ça un peu express, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'enquête publique, en fait. Voilà, c'était une insalubrité irrémédiable, donc voilà, la collectivité a pu faire cette DUP sans enquête publique. Et par contre, je ne sais plus si ça existe encore, la loi Vivien. Je me demande s'il n'y a pas eu des changements au niveau de la réglementation. Bon, je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure avec les spécialistes. Il y a beaucoup de questions aussi autour des prix de sortie et de la part subvention par rapport à la part investissement finalement pour le porteur, sachant que vous avez des investisseurs assez variés, souvent en public sur le logement. Pour le cas du Palais de Viac, qu'on connaît bien au PUCA, c'est un investissement entièrement privé, mais qui va être aidé par le fonds Friche, en effet. Oui. Après, sur les prix de sortie au mètre carré, ça dépend vraiment des opérations. Là, tout à l'heure, on a vu cette opération-là. Avec l'Hôte Habitat, je crois qu'on est à 1 850 € par mètre carré. Le bâtiment démonstrateur, on est beaucoup plus haut. On est à plus je crois qu'on est vers 2005. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne le connais pas exactement. Et puis, on a d'autres opérations où on est à plus de 3000.
Voilà. C'est vraiment très différent selon les opérations. J'imagine. Et alors, c'est peut-être un point qu'on pourra développer dans le livret dans lequel on va répertorier toutes les interventions d'aujourd'hui, ainsi que celles des autres forums. Je pense qu'on serait très intéressé à avoir un peu le modèle de vos... Je vous entends plus, là. Ah oui, Hélène, ton son a été coupé. Primes, voilà, me revoilà, vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est. Voilà. Excusez-moi, donc ça va être la dernière question parce qu'on va arriver à la séquence numéro 2, mais je voulais simplement dire qu'on fera aussi l'effort de reprendre peut-être un peu de manière détaillée les contenus de vos primes, vos différentes primes locales qui peuvent être aussi source d'inspiration pour d'autres villes, Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain d'ailleurs, notamment celles sur l'énergie, mais même sur celles sur la sortie de vacances. Je pense que ça peut être aussi des exemples bons à suivre pour d'autres collectivités. Donc, on sera très intéressé un peu par les outils, la boîte à outils, disons, que vous avez déployée pour cette opération, dont on comprend que vous êtes quand même depuis de nombreuses années un peu des spécialistes, et en tout cas très impliqués. Et on en est ravis. Puis le fait que ça puisse s'aimer à la fois à l'échelle de l'agglomération dans des villes plus petites, mais peut-être à l'échelle nationale dans d'autres territoires qui sont soumis à ces mêmes complexités d'opérations. Je ne parle plus jamais de contraintes patrimoniales parce que la désormais ancienne directrice, présidente de la Cité de l'Architecture m'en voulait beaucoup quand je parlais de contraintes patrimoniales. Donc, il ne s'agit pas de contraintes, mais vous l'avez dit vous-même, ce que le PSMV permet. Et donc, ce n'est pas du tout une difficulté, mais au contraire un levier d'action. C'est souvent des questionnements un peu pratico-pratiques sur lesquels les participants au forum sont contents d'avoir des outils qu'ils ont déjà éprouvés. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je précise pour nos auditeurs qu'on mettra en ligne le PowerPoint également pour que vous puissiez retrouver un petit peu ces éléments. Et puis, on éditera d'ici l'été un guide avec l'ensemble des opérations présentées. Merci, Madame Reynal. Merci à vous. Merci. À bientôt. Et il me revient donc de passer la parole à